Welcome to the Secret Podcast. Hello à tous, hello à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, bonne matinée. De toute façon, tout dépend à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, pour vos témoignages. Merci. Je ne dirai jamais assez merci parce que ça donne la force de continuer, la force de... Comment vous expliquer ? D'encore de se confier, quoi. J'ai tellement de personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont touchée et qui m'ont vraiment parlé avec leur trip, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je me dis, waouh, je suis capable de tout dire, quoi. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles, que tout le monde se porte bien et que vous avez la pêche. Gardez la pêche. Donc, comme on dit, chop chop, allons directement dans le vif du sujet, épisode 5. Dans le chemin de la vie, il y a la mort. Dans le chemin de la vie, il y a la mort. Donc, nous sommes au mois 5. Le mois 5. Niveau physique, mobilité, donc au final, je commençais réellement à m'habituer, ça y est. Nous commencions à coexister, et moi et elle. Donc, tout se passait plutôt bien. J'ai commencé à apprécier la grossesse, les avantages. Vous savez, quand vous touchez à peine votre ventre et qu'on vous dit « Ah ben, passez devant !» Toutes ces choses-là, tu peux te permettre d'envoyer n'importe qui à n'importe quelle heure. Des petits chouchous. Enfin, vraiment, j'ai apprécié le 5e mois. Au niveau nourriture, j'étais toujours très restreinte. Je ne supportais pas en fait les odeurs. Donc j'avais beaucoup de difficultés avec la viande, mis à part le steak bien cuit. Et les purées, parce que les purées, elles n'avaient pas d'odeur. Les soupes aux légumes, j'aimais beaucoup l'odeur de la soupe aux légumes. Les 12 légumes là, oh là là, j'aimais trop ça. Je ne supportais toujours pas ma salive. Donc, hypersalivation, donc laissez tomber. Ça vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Donc, ça m'a pas lâché. Ça ne m'a pas lâché. Et donc, pour la première fois, j'ai senti mon enfant bouger. Vous savez, quand vous sentez votre enfant, en fait, non, il faut d'abord que je vous raconte comment ça s'était passé. Je dormais et j'ai senti mon enfant bouger. J'étais tellement choquée que je me suis réveillée en sursautant et en criant « Ah !» Et j'ai senti que l'enfant aussi a bougé, quoi, quand j'ai crié. Et ça m'avait fait peur, tu sais. Ça m'a fait comme dans les films d'horreur, là, où tu te dis « Mais c'est quoi ? C'est alien, quoi !» Ah non. J'ai senti mon enfant bouger. C'est vraiment une sensation particulière. C'était une sensation particulière. Est-ce qu'après, je me demande, est-ce que j'ai développé l'amour pour mon enfant à ces moments-là? Sincèrement, non. J'ai plein de gens qui disent, oui, moi j'ai aimé mon enfant dès que, à partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai eu directement l'amour qui est venu dans mon cœur pour mon enfant. Sincèrement, non, j'étais encore dans l'expérimentation de la grossesse, donc j'ai pas eu à avoir ce sentiment-là qui est arrivé aussitôt. Et puis, j'avais besoin de voir en fait la transformation de mon corps. Et je ne la voyais pas vraiment, je l'ai pas vraiment vu très tôt, ça. Vous savez, les personnes qui ont des formes, des personnes qui sont en forme, voilà, ça vient assez tard par rapport à celles qui sont assez fines. Et je ne l'ai pas vraiment ressenti, cet amour profond pour mon enfant. Sincèrement, non, j'étais vraiment dans qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je suis en train de découvrir, enfin, voilà quoi. Donc on était au mois d'octobre, la vie suivait son cours, je commençais à m'acclimater à ma vie et boum, mauvaise nouvelle.
2020, c'était quand même une année quand même compliquée. Déjà, on avait le Covid qui battait son plein. Ça sentait la mort dans les rues. T'as une forme de... Si tu n'es pas fort dans l'esprit, tu peux facilement te déprimer, quoi. Avec des rest in peace qui sortent partout, tous les jours. T'as des gens qui meurent, des gens qui perdent des gens, des proches qui pleurent. C'était vraiment une année compliquée. Et pour moi, en tout cas, le mois d'octobre 2020, c'était une année où... Enfin, c'était un moment fou. J'ai eu à perdre mon oncle. En fait, c'est la première fois que j'ai expérimenté la mort d'un proche, en fait. J'ai eu beaucoup de gens, j'ai connu des gens qui sont morts, mais quand vous avez un proche avec qui vous avez eu à discuter même pas 5 jours avant qu'il décède, c'est... Vraiment, c'est... J'ai pas de mots, j'aimerais vraiment encourager et puis... Je comprends en fait ce que c'est en fait de perdre un être cher. Et j'aimerais encourager toutes ces personnes-là qui ont perdu leur être cher, qui perdent encore leurs êtres chers. Vraiment, force à vous. Puisez dans le Seigneur. Parce que dans tous les cas, il y a une parole qui dit toujours que ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe 40, 31. Franchement, en fait, il n'y a que Dieu qui peut se consoler votre cœur quand vous perdez un être cher. Il n'y a que Dieu qui peut consoler votre cœur. Pour ma part, c'était très brusque. D'autres le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Syndicat de colo. C'était un baobab pour notre famille. C'était une fierté pour nous. Un panafricain, un père de famille, un oncle, un frère, un fils. Vraiment, c'était une épreuve très dure, très très dure. J'ai eu à être très proche de lui, surtout vers la fin. Je me rappelle encore quand il m'a écrit Ornella, est-ce que tout va bien? Et j'étais enceinte et je me disais non, je vais pas lui dire maintenant, je vais lui faire la surprise et tout. Pour ma part, c'était aussi particulier parce que j'ai eu à rencontrer mon époux à travers lui. La vie. La vie suit son chemin. Vraiment, prenez le temps d'aimer ceux qui sont à côté de vous. Ne les négligez pas. Ne les négligez vraiment pas parce que faut savoir apprécier les personnes qui sont autour de vous. Faut savoir aussi reconnaître que ce sont vos êtres chers et le dire et ne pas s'habituer en se disant mais voilà demain de toute façon ça nous appartient parce qu'on ne sait pas lorsque la mort va frapper à notre porte. Vous savez comme 2020, 2019, 2020, 2021 et encore 2022 les gens meurent vraiment en cascade et beaucoup de gens, je vois dans des posts, beaucoup de gens regrettent. J'aurais dû te dire ceci, j'aurais dû te dire cela. Donc voilà quoi. Voilà. SD pour certains, oncle Sindo pour la famille. Vraiment, imaginez déjà le mois dans lequel maintenant, le mood du mois. C'était vraiment morose. Abattu. Triste. Vous savez, il y a toutes ces émotions. On est dans la stupéfaction parce qu'on n'y croit pas au début. Après, on assimile la chose. Enfin, voilà quoi. Donc, j'étais vraiment... Je me retrouvais à pleurer. Mais j'avais heureusement que ma mère à mes côtés qui me disait « Ornella, il faut que tu arrêtes de pleurer comme ça parce que tu es enceinte. »
Et c'est pas comme ça, quoi. Il faut vraiment faire attention à cela. Parce que au final, on est des femmes et les émotions que l'on dégage ou qu'on a, directement, notre enfant le ressent. Et c'est pas bon. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Donc j'ai eu à tempérer par rapport à tout cela. Donc, je ne sais pas si d'autres ont eu à faire le dépistage avant le 5e mois ou non. Je sais que j'étais un petit peu en retard, mais bon, je l'ai fait le 5e mois. On va quand même définir la trisomie 21. Hein. Donc la définition, c'est que la trisomie 21 résulte d'une anomalie chromosomique. Normalement, l'homme possède en fait 46 chromosomes organisés en 23 paires. Je ne sais plus si vous vous rappelez à l'école quand on faisait des histoires de chromosomes et qu'on entourait et tout les paires deux par deux. Je ne sais plus si vous vous rappelez. Mais moi, j'ai encore ce souvenir-là dans ma tête. Je crois que c'était en 5e ou en 4e, je ne sais plus. Mais j'ai encore ce souvenir. Et donc, dans la trisomie 21, le chromosome 21 est en 3 exemplaires au lieu de 2. Donc, le chromosome 21 est le plus petit des chromosomes. Il compte en gros 255 gènes. Le terme trisomique souligne l'anomalie génétique avec 3 chromosomes. Donc, tri au lieu de 2 sur le chromosome 21. D'où l'appellation trisomie 21. Donc, la trisomie 21 est la première cause diagnostiquée de déficience intellectuelle d'origine génétique. Donc voilà, c'est obligatoire. Donc toutes les personnes qui sont enceintes, elles doivent passer par cela, faire le dépistage de trisomie 21. Ensuite, je l'ai fait. Écoutez, je l'ai fait, j'ai pensé à rien du tout. Sincèrement, j'ai fait ma prise de sang et puis je suis partie. Et à mon rendez-vous, la semaine d'après, mon médecin me dit que je suis à risque. Je me dis, mais attends, c'est quoi encore? Et en plus, au final, c'était pas mon médecin traitant, c'était la remplaçante de mon médecin traitant parce que elle était aussi... mon médecin traitant était aussi enceinte en même temps que moi. Donc, je pense qu'elle avait un moment de fatigue ou je sais pas, hein, peu importe. Mais, donc, la remplaçante me dit ça d'une manière sèche. Et elle me dit, voilà, il va falloir signer des papiers pour que vous puissiez faire encore plus d'examens un peu plus approfondis, à savoir si l'enfant est réellement à risque. Et puis, de toute façon, ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Pour toutes les personnes qui ont des mauvais résultats, vous savez, vous pouvez éventuellement faire un avortement forcé durant le 6e mois. Et moi, je me dis, mais 6e mois, l'enfant, il est complètement formé. C'est 6 mois, mais il y a des enfants qui sortent à 6 mois. C'était... J'ai dit, c'est quoi encore ces attaques? Non, mes sœurs, j'ai dit, mais c'est quoi encore ces attaques-là? Et puis, j'ai commencé à regarder sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose de génétique? Je dis, mais j'en ai pas de trisomie dans ma famille. Et moi qui avais toujours eu cette pensée-là de me dire que la trisomie, en fait, c'est génétique. En fait, non. C'est héréditaire, C'est héréditaire, mais en fait, non. J'ai vu un article qui disait que, en fait, non, c'est pas héréditaire. Je me suis dit, ok. Encore une fois, ta foi est testée, mais bon, écoute, il faut que je garde l'espérance, hein, parce que de toute façon, il est fidèle. Il y a une parole qui dit encore, la parole, elle dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23, j'ai dit non, c'est mort, il est fidèle. Donc, j'attends, je vais faire mes examens au laboratoire. Le laboratoire, il a dit non, mais comme c'est la trisomie, ça va prendre 1 semaine. Donc, vous allez devoir attendre. T'es en deuil, t'es fatigué, t'es épuisé. T'as encore cette nouvelle-là. Tu dis, mais attendez, mais est-ce que je peux respirer? Dans mon corps, tout va bien. Je sens que tout va bien. Pourquoi toujours on vient me dire des mauvaises nouvelles? Faites le bilan de l'épisode
d'épisode 2, 3 là. Faites le bilan. Et donc, j'attends une semaine, j'attends 2 semaines, j'appelle mon médecin me dit venez au laboratoire, venez à mon cabinet. Elle me dit mais attendez, normalement ils doivent vous donner les résultats en une semaine parce que si éventuellement votre enfant est trisomique, on va pouvoir plus rapidement procéder à l'avortement forcé. Et entre parenthèses, j'aimerais vraiment savoir, est-ce que c'est obligé d'avorter lorsqu'on apprend que notre enfant il est trisomique? J'ai pas de personnes à côté de moi qui ont vécu cela, donc j'aimerais savoir si il y en a certaines qui ont vécu cela et si comment ça se passe en fait. Si on vous annonce, lorsqu'on vous annonce cela, comment ça se passe l'étape d'après? Est-ce qu'on vous force? Est-ce qu'on vous laisse le choix? Est-ce que y a un organisme où il y a un suivi du gouvernement? J'aimerais en fait savoir, donc pour toutes celles qui ont vécu cela, ce serait bien en fait qu'on puisse avoir un appel ou un live où vous pouvez partager votre témoignage parce que c'est quand même des réalités, hein. Ça reste des réalités, hein. Ça reste des réalités. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je continue mon histoire. Pour ma part, donc mon médecin me dit venez à mon cabinet, donc je vais à son cabinet. Et elle me dit ouais, c'est étrange que j'ai pas reçu de retour non plus parce que lorsque vous faites le dépistage, le résultat va directement à votre médecin traitant. Vous n'avez pas les résultats en fait. Vous n'avez pas le droit d'avoir les résultats en main. Elle appelle mon laboratoire me dit qu'ils ont perdu mon sang. Les gars. Donc il fallait que ça tombe sur moi, quoi. Ils ont perdu mon sang. J'ai dit, mais comment le laboratoire, ils peuvent perdre mon sang? Et ils ont perdu mon sang, d'accord. Mais est-ce que... ils auraient pu quand même me contacter derrière pour me dire, excusez-nous, ou contacter mon médecin pour dire, excusez-nous et tout. On a perdu son sang. Rien du tout. Donc si je ne vous avais pas appelé, j'allais pas avoir de réponse, j'allais pas... voilà, qu'on n'allait pas avancer. Une personne, elle est enceinte. On dit déjà qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est entre la vie et la mort. Et en plus de ça, elle fait son dépistage. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a le stress derrière. Non. On a perdu son sang. Excusez-nous, on a perdu son sang. Il faudrait qu'elle revienne en urgence. On va le faire en urgence et puis on va vous donner les résultats le lendemain. Donc, si c'est possible, est-ce que vous pouvez nous l'envoyer? Mais attends. Même mon médecin, elle était énervée parce qu'elle dit, mais attendez les amis, il n'y a pas de souci, je vais vous l'envoyer, mais quand même, ça reste quand même la vie d'une personne. On attendait les examens, on n'a rien, je sais pas, mais prochainement, faites l'effort de nous contacter pour nous dire en fait que vous l'avez perdu. Et non. J'allais vous parler même en langue là, tellement non. J'ai regardé, je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague. Non, les amis, ma foi, elle était testée, les amis, ma foi, elle était testée. Comme je vous ai dit, j'ai gardé la phrase de Hébreux 10 là. Retournons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Non, ton mari peut être infidèle, tes enfants peuvent être infidèles, ta mère, ton père, ta famille, mais Dieu là, non, il est fidèle. Lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Il le fait. J'ai gardé mon espérance. Mon mari était en Afrique. Je l'ai appelé. Il était en train de s'occuper du deuil, etc.
Il me dit, mais c'est quoi cette histoire? Et puis, il me disait, non, écoute, avec tout ce qui se passe, garde la ferme assurance, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu, il est là, il veille sur nous, ne t'inquiète pas. Et puis moi aussi, j'avais vraiment... comme je vous avais dit dans les autres épisodes, j'avais déclaré que non, il n'y a rien qui va se passer, tout va bien se passer. Et donc voilà, j'ai continué à avancer, je suis partie au laboratoire, ils m'ont pris très rapidement, ils m'ont fait mes prises de sang, ils ont mis dans des bocals rouges, vous voyez, pour montrer que c'est vraiment très urgent et tout. Ils se sont excusés. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Ils s'excusent, il n'y a pas le choix, hein, on accepte les excuses. Hein. Donc, voilà, j'ai attendu. Entre-temps, j'ai pris rendez-vous pour faire ma deuxième échographie du deuxième trimestre. J'étais à bout de souffle, fatiguée, mais pas le choix. Le jour est arrivé, je suis partie. Et là, j'ai entendu le cœur de mon enfant battre. Vous savez... ces moments-là, ce sont des moments tellement particuliers. Vous savez, jusqu'à maintenant, j'ai encore en mémoire, en fait, son cœur, comment il battait. Vous savez, quand c'est fort, hein, vous l'entendez. Et là, tu te dis, mince, il y a un humain à l'intérieur de mon ventre qui est en train de se former, qui est en train de grandir. Donc, vous savez, les sages-femmes, parce que j'ai fait dans un cabinet de sages-femmes, la sage-femme qui vous dit, ben voilà, regardez, regardez, elle suce son pouce. Et ma fille suçait son pouce. Je ne savais pas encore si c'était une fille ou un garçon. Là, je vous le dis, parce que bon. Donc, elle a dit, regardez, votre enfant, il suce son pouce et tout. Et je vois comment elle est en train de sucer son pouce et tout. Je me dis, c'est pas possible. Donc, on suce son pouce à l'intérieur, oui, et tout. Elle suçait son pouce, j'ai encore des vidéos. Si j'avais... un live YouTube, je vous aurais montré en fait comment elle suçait son pouce. C'est impressionnant. Elle me dit, donc on va regarder le sexe et tout. Elle me regarde et je lui dis, c'est quoi? Vous savez, dans mon cœur, je voulais une fille. Dans mon cœur, je voulais une fille. Mais avec tout ce qui se passait, je me forçais à espérer à avoir un garçon parce que je me disais, c'est moins de problème, quoi. Et patatras, elle me dit, non, mais c'est le même sexe que maman, hein. Ah là 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 là, mon mari en joie, avec le téléphone à côté, émerveillé, trop content. Lui, dès le départ, il a dit, je veux une fille, je veux qu'elle te ressemble, je veux qu'une fille, je veux des filles, parce que les filles, elles sont tellement sages. Les filles, en plus de ça, elles aiment leur papa, elles font toujours des câlins avec leur papa, elles sont toujours attachées à leur papa. Éventuellement, je l'atteste, ma fille aime son papa. Dès que son papa est là, moi je suis plus là. Moi je ne suis plus là. Et donc durant l'échographie, ma fille était hyper grande pour son âge, elle dépassait les courbes. Donc elle me dit, mais attendez, votre mari il est grand? J'ai dit, oui, mon mari est grand. Et ben c'est normal, votre fille est vraiment grande pour son âge et tout. Ses bras, son fémur. Enfin voilà, elle me disait, voilà, un fœtus de cet âge-là est censé faire ci, mais regardez la courbe par rapport à elle. Et donc je me disais, wow, je suis en train d'avoir un enfant qui va être basketteuse ou mannequin, je sais pas. Mannequin, bon, bien sûr que non, mais je veux dire, mais basketteuse, quoi. Je me disais, waouh, tout ce que j'espérais, Seigneur, tu m'as donné un enfant qui est belle de taille et de figure. Ah, les amis. C'était un moment qui m'a beaucoup soulagée. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais en deuil, mais en même temps, j'avais une vie qui arrivait. Et quand j'ai eu parce que j'avais gardé ma grossesse pendant longtemps, et j'ai eu à dire à ma famille que voilà, écoutez, je suis enceinte. Vous savez, l'élan d'amour que j'ai eu,
quand on entend en fait, enfin, tout le monde te dit mais enfin une bonne nouvelle quoi. Et j'ai eu un élan d'amour. On était dans un moment où on était à terre et puis entendre cette nouvelle-là, ben ça fait du bien quoi, ça fait du baume au cœur. C'était un baume au cœur. Mais mes sœurs, incroyable de vous dire que vous avez un enfant qui est en train de grandir dans votre ventre quoi. J'ai été émerveillée. Ça m'a fait un déclic en moi, inexplicable, mais j'étais émerveillée, vraiment émerveillée. Par la suite, j'ai eu à être recontactée par mon médecin qui m'a dit non, ça sert à rien de vous déplacer, mais c'est pour vous dire que les résultats sont arrivés et vous avez un pourcentage de 1%, enfin même pas 1% quoi. Et je lui dis mais comment ça 1%? Elle me dit mais en fait, on vous explique en fait. Quand vous dépassez la trentaine, vous faites partie des gens qui sont à risque. C'est pas forcément que vous êtes à risque parce que on voit ça, c'est juste par rapport aux statistiques et aux grilles que nous faisons, ben vous êtes sujet à risque. Et c'est là que j'ai dit ah ok d'accord. Donc dès que je dépasse la trentaine et que comme c'était ma première grossesse et que je l'ai eue après ma vingtaine, je suis à risque. Elle m'a dit effectivement. Donc c'était tout simplement ça en fait. Vraiment, cette histoire de dépistage, ça m'a amené à réfléchir et je me suis dit, mais c'est quand même méchant. Parce que si on réfléchit quand même, vraiment, les enfants qui sont trisomiques, les personnes qui sont trisomiques, elles peuvent pas vivre. Elles peuvent pas vivre. J'ai eu à voir des trisomiques intelligents, des trisomiques qui travaillaient, des trisomiques qui se sont mariés. J'ai pu voir des documentaires sur ça, des trisomiques qui étaient fonctionnels au sein de la société. Mais pourquoi on t'amène à faire un dépistage et en plus on t'influence directement à avorter derrière? Je trouvais ça quand même... ça amène à réfléchir, à savoir qu'est-ce qui se passe dans la société, pourquoi? Donc c'est comme si on dit, votre enfant, on a décelé que votre enfant il sera aveugle, donc il faudra avorter. Oui, c'est vrai que tu auras besoin d'assister la personne qui est trisomique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne peut pas y arriver. Vous voyez comment la société, en fait, elle est, parce que au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est une manière d'éradiquer les personnes qui sont pas productifs, qui sont pas considérés comme étant productifs pour eux. Donc, à partir du moment où elle voit que, je peux pas t'utiliser, tu ne seras pas là à cotiser pour moi, pour la nation, vaut mieux t'éradiquer. Non, mais ça se fait pas. C'est quelle mentalité? Et en fait, et je tire mon chapeau à toutes les personnes qui, malgré toute la négativité qu'elles ont reçue, le dépistage positif, les médecins qui sont là, qui sont derrière vous à vouloir vous faire avorter de manière forcée en vous donnant des arguments qui sont limite même pas éthiques pour moi. Sincèrement, félicitations quoi. Parce que ce que je trouve très intéressant, c'est que quand c'est pour débattre sur la cause des droits des animaux ou la cause des droits des transgenres, des homosexuels, peu importe, des choses dans ce monde, là on voit des associations, on voit un élan. Mais pour la cause des trisomiques, sincèrement, je trouve ça quand même choquant. Parce que c'est une manière de les mettre à part. Ce sont des personnes quand même. Oui, il y a une déficience intellectuelle, mais ça reste quand même des personnes. Et bizarrement, il n'y a pas d'élan par rapport à ça. Le dépistage, il faut le faire, quoi. Et il faut le faire tôt. Parce que dans tous les cas, vous faites le dépistage, d'accord. Et après? Donc au final, il est fait
pour répertorier les cas et éventuellement éradiquer. Sincèrement. Regardez les chiffres, parce qu'il faut bien regarder les chiffres. J'ai regardé quelques articles et les chiffres disent que depuis 2014, entre 1400 et 1600 interruptions médicales de grossesse IMG possibles jusqu'à la veille de l'accouchement, jusqu'à la veille les gars, waouh, sont effectuées chaque année en France à la suite d'une suspicion de trisomie 21. Les taux d'avortement sont estimés à 20% au Portugal, 50% en Allemagne, 68% en France, 83% en Espagne. Waouh! 33% aux États-Unis. Donc, voilà quoi. C'est énorme. Et bizarrement, on en parle, mais très rapidement sur... Enfin voilà, on voit des petites choses par-ci, par-là, mais on n'en parle pas réellement. On n'en parle pas réellement. Et le gouvernement, au final, les professionnels de la santé, de ce que j'ai pu expérimenter, parce que je ne vais pas parler comme si c'était une généralité, c'est comme si c'était une évidence en fait, de faire une, entre parenthèses, interruption de grossesse, entre parenthèses, voilà. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Malheureusement, j'ai dû y être confrontée pour m'informer et vraiment, je ne sais pas dans quel monde on vit. Parce qu'entre-temps, vous vous rappelez la dernière fois dans je ne sais plus quel épisode, je vous avais expliqué que ma petite sœur avait son amie et en fait sa mère était enceinte d'elle et on lui avait dit qu'elle avait la trisomie 21, qu'elle était trisomique quoi, qu'elle allait accoucher d'un enfant trisomique. Mais au final, l'enfant était normal. Comme quoi en fait, la médecine, elle a ses limites aussi au final. Donc, au final, on peut que s'en résumer au Seigneur. Mettez votre confiance au Seigneur. La médecine, c'est bien. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a créée, mais au bout d'un moment, elle a aussi sa limite. Donc, pour toutes celles qui sont déjà en train de préméditer, de envisager à concevoir, restez en prière. Attendez qu'il vous donne les bonnes orientations. Parce que lui, au moins, il est fidèle. Lui, au moins, c'est une valeur sûre. Je voulais aussi approfondir sur l'avortement, mais je pense que je vais le faire en live sur l'un de mes réseaux, Facebook ou Instagram. Et on aura le temps de faire intervenir des personnes qui ont vécu cela, des professionnels de la santé. Et je pense que ça sera beaucoup mieux dans un segment qui sera beaucoup plus centré sur l'avortement et l'avortement seul. Donc pour moi, today it's finished. J'espère que you like the podcast. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez aussi été sensibilisés. Don't forget to subscribe, to like, to share. Et j'attends vos commentaires, j'attends vos critiques, j'attends vos encouragements en vous disant à la prochaine. Épisode 6, bye! Subscribe to the Secret Podcast.